Bon, allez, parle-nous encore de ton papa, va. Ah ouais. Ouais, moi, ça m'intéresse. Il y en a beaucoup à dire, hein. C'est un bonhomme ouais, il a eu un professeur qui était venu vers son père pour lui dire, écoutez, votre enfant est un personnage particulier et il faudrait qu'il fasse telles études, etc. Puis c'était des études coûteuses. Et mon grand-père a dit, il n'est pas question. Puis le prof a dit, écoutez, moi, je me propose de lui offrir ces études. Ah bah, dites donc. Oui, oui. Et mon grand-père n'a pas voulu, parce que je te dis, il y avait une jalousie. Ah ouais. Il y avait une jalousie, il avait quatre garçons et il avait des préférences. Mon père était l'aîné et il l'avait un peu en grippe parce qu'il dépassait un peu tout, et puis il y a quelque chose qui ne lui convenait pas. Ça faisait partie tu vois, c'est des embûches qu'on doit avoir dans une existence. Ouais. Donc il a eu son père sur le dos. Sa mère était faible, dans le sens qu'elle n'avait aucune autorité par rapport à son père, qui lui était un général en chef dans le style, avec la carrure, la nature et tout ce qu'il faut. Donc, il a dû galérer avec ça. À présent, galérer, ça ne veut pas dire que ça ne lui a pas donné aussi en même temps un coup de pouce, dans le sens qu'il a dû dépasser des limites qu'il n'aurait peut-être pas dépassées autrement. Tu veux dire que c'est formateur, quoi. Quelque part, tu sais, une existence, il n'y a rien qui soit faux et elle fait partie, c'est en tout. Ouais. Ce qui veut dire que ce qu'on voit comme étant quelque chose qui nous a handicapés, il faut voir dans quelle mesure ça nous a pas aussi aidé pour ne pas être handicapé encore un peu plus si on n'avait pas eu celle-là, tu vois. Il y a tout un monde qui échappe à première vue, voilà. Ouais. Et mon père, il avait une disposition si particulière. C'est bon, mon grand-père, c'est-à-dire son père a voulu qu'il fasse un métier. Il fallait qu'il apprenne à travailler pour gagner sa vie. Enfin bref, voilà, c'était le plouf. Il pouvait pas faire autrement. Bon, mon père, il a appris le métier d'ébéniste pour satisfaire à tout ça. Il l'a tellement bien appris qu'il était devenu un très très bon ébéniste. Il a fait le compagnonnage, il a fait tout. C'était de nouveau un artiste dans son travail. Mais lui, il continuait d'étudier ce qu'il voulait étudier, c'est-à-dire lui, il cherchait à trouver la solution qu'un homme cherche à trouver, c'est-à-dire faut comprendre d'où on vient, où on va, etc. Il voulait suivre les traces des grands personnages, des grands saints, des grands sages, donc il pouvait pas lâcher prise avec ça. Donc c'est ce qui lui a fait faire son métier d'une manière correcte et correctement. Il a aussi obéi finalement à son père correctement pour être dans les clous par rapport à cette discipline qui est, tu vois, un grand personnage, il obéit à son père même si son père est injuste à quelque part. Absolument. Tu vois? Donc il y a une puissance là-dedans. Et lui, il a accepté de jouer ce jeu-là pour pouvoir pour être en accord avec ce qu'il cherchait. C'est pas pour rien que dans toutes les religions, il faut obéir, respecter ses parents. Tu vois, il y a quelque chose de très très fort là-dedans. Ah ben oui, ça va plus fort que des considérations de politesse, de respect dans le sens où on l'entend de nos jours. Ça n'a plus rien à voir. Et c'est ce qu'il faudrait réapprendre aux enfants de manière à ce qu'ils se respectent leurs parents, pas simplement parce que si, parce que là, mais pour eux, c'est pour eux qu'il faut qu'ils respectent leurs parents. Je dirais même pour le symbole qu'ils représentent. Oui, tout à fait, mais c'est d'ailleurs comme ça que ça marche.
C'est donc une attitude aussi symbolique par rapport à des symboles. Tout à fait, au-delà de l'individualité de la personne, tu vois? Oui, oui, mais tout à fait. Ouais. Tout à fait, mais c'est comme ça que ça marche. Les parents sont des représentants là qui, lui, l'enfant, il doit respecter Dieu à travers ses parents, etc. Voilà. C'est tout. Mais on a, là, je te dis, c'était perdu de vue, donc à présent, ils n'ont plus de raison de respecter qui que ce soit. Ils peuvent envoyer dinguer n'importe qui parce que, après, vu comme ça a été vu et comme ça a été instauré, c'est comme on en a parlé il y a pas longtemps. Quand tu commences à caricaturer quelque chose qui a une certaine valeur, tu finis par virer cette caricature, puis tu vires la valeur avec. Voilà, c'est ce qui se produit, ce qui s'est produit. Bref, enfin, pour en revenir à mon père, donc, il continuait ses études, ce qui veut dire que le soir, quand il avait fini son travail, à 7h, 8h, des fois c'était plus tard, il mangeait très peu, donc c'était signifiant. Il partait promener, lui, à pied dans les forêts. En général, il faisait pendant des années, il a fait environ autour des 50 km par nuit. Oh. Toutes les nuits, il faisait une cinquantaine de kilomètres. On sent vraiment que c'est un personnage animé par quelque chose, d'une puissance là derrière. C'était quelque chose. Il était insupportable à cause de ça. Ah, parce que moi j'étais assez bien bâti, assez fort et tout. Mais lui, c'était de la dynamite, ce bonhomme. C'était de la dynamite, ce personnage-là. C'était pas possible. C'est pas possible. Bref, alors lui, 50 kilos par jour. Le matin, il se trouvait toujours dans un emplacement où il entendait les oiseaux chanter pour saluer le soleil qui se lève. Lui, il était dans la course. Tu vois, c'était ça. Ensuite, il arrivait à sa boutique et il commençait à travailler. Il travaillait toute la journée. C'était très difficile de le suivre. Et puis, il était très enjoué. C'était un bonhomme plein d'humour et plein de... vraiment, il était. Moi, j'ai pas réussi à apprécier sur le moment parce qu'il. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, c'est pas marrant à vivre. Il ne me lâchait pas pris, il ne me lâchait pas d'une semelle parce que j'avais j'avais quelque chose. J'avais aussi un don particulier et il était agacé que je perde mon temps à des futilités. Il n'en pouvait plus de ça. C'était quelque chose qui, pour lui, il s'arrachait les cheveux. Il dit, mais c'est pas possible, tu vois. Et puis, je le comprends actuellement. Est-ce qu'il avait bien raison, bien sûr. Mais en fait, bref, voilà comment le destin s'est déroulé. Hein, c'est que ça devait se passer comme ça. Alors bon, je l'avais sur le dos, moi, un peu. Mais je peux pas lui reprocher une injustice. Il n'a jamais été injuste avec moi. Vraiment, c'est quelqu'un, comme j'ai déjà dit sur Interloc, là, si je devais choisir un père ou mes parents, des parents, je renaître et choisir des parents, je prendrais ce que j'ai déjà eu. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors tu vois, en psychologie, on appellerait ça un personnage hyperactif. Oui, oui, alors là, sur le plan de l'hyperactivité, c'est vrai qu'il en avait de l'activité. Oh là là. Et à la boutique de mon père, il y avait donc à un moment donné, il avait 3 ou 4 personnages qui travaillaient avec lui. C'était tous ses compagnons dont j'ai parlé, là, de ses anciens compagnons. Donc voilà un peu l'ambiance. Et comme je te dis, la nuit, lui, il vivait le jour et il vivait la nuit. Il vivait 2 vies simultanées, comme ça. Alors dis-moi, il parlait combien de langues? Je me souviens plus, mais il parlait couramment, en tout cas, le français, l'italien, l'allemand. Je sais qu'il parlait l'arabe, il avait appris aussi des anciennes langues pour pouvoir lire des auteurs dans la langue d'origine. Il est parti en Allemagne pour apprendre le vieil allemand. Il changeait d'accent suivant avec qui. J'ai vu, moi je me suis pas branché sur les langues,
Mais j'entendais la musique, tu sais, dans une langue, il y a un côté musical. Ouais. Puis moi, j'ai assez l'oreille musicale. Alors, j'entendais la musique, il parlait avec un Allemand de telle contrée. Il prenait ces mêmes intonations parce qu'ils se comprennent mieux s'il y a la mélodie qui va avec les mots, tu comprends? Ouais. Il y a la mélodie dans une langue donne une signification au mot qui n'est pas... Elle appuie sur un aspect de cette signification, alors qu'une autre intonation appuie sur un autre aspect. Tu saisis ça? Oui, tout à fait. Bon, alors là, à un moment donné, je l'entendais parler avec... après, il parlait avec quelqu'un qui venait d'Autriche, etc. Ça changeait, en fait, c'était des langues différentes, alors c'était toujours de l'allemand, bref. C'était assez... Et lui, il avait cette facilité, et il aimait apprendre vraiment les choses à cœur, fallait qu'il aille à cœur. Il a appris le grec, évidemment, le latin, etc., je sais plus, après, je sais plus. Et est-ce qu'il a trouvé alors ce qu'il cherchait? Oui, oui. Oui, c'est sûr. Il a galéré, il a galéré, hein, mais il est arrivé à trouver ce qu'il cherchait, oui, bien sûr. Mais il a trouvé quoi, la perle? Oh, ben écoute, faut lui demander. La perle qu'il y a... Le diamant qu'il y a en chacun de nous? Écoute, on va pas faire des métaphores. Disons qu'il est arrivé au résultat que l'on peut obtenir en menant une vie de recherche d'ordre spirituel. Voilà. Bah, s'il côtoyait des hommes comme Guénon et Burckhardt et compagnie, c'est sûr qu'il était à bonne école, là. Oui, tout à fait. C'était des amis. Il était un ami avec M. Churon, bien sûr. Il a connu aussi Louis Charbonneau-Lassay, il a connu Amadou Ampateba, tous ces personnages. Ah, oui. C'était un peu un personnage de la même... C'était la même... comment est-ce qu'il faut dire ça? La même coterie, quoi, une manière de parler, tu vois. Et c'est marrant qu'il y ait eu cette élite-là qui s'est formée en Suisse. Tu vois, c'est dans ce canton-là où tu habitais, c'est marrant. Oui, il y a eu là quelque chose de fort, très fort. Ensuite, ça s'est dispersé de différentes manières. Monsieur Chuon était parti aux États-Unis à un moment donné. Monsieur Burckhardt est décédé. Bon, c'est tout d'un coup, les choses sont un peu... Guénon est parti... Oh oui, Guénon, il y a longtemps qu'il était loin, lui. Guénon, il est mort dans les années 50. Hein. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, Guénon. Ouais. Je me rappelle que quand mon père parlait avec lui ou de lui, j'étais encore vivant, j'étais déjà né, mais je ne l'ai pas connu, tandis que les autres, oui, M. Chuon, bien sûr, je voyais tous les jours quand j'étais enfant, etc. Et c'est un personnage merveilleux. Et M. Burckhardt, qu'est-ce qui m'a eu impressionné, moi, quand j'étais jeune? Comme je dis, j'étais un peu fanfaron. J'étais fort comme un bœuf et je faisais le fanfaron. Il fallait que je fasse le malin un peu. Et quand j'arrivais devant ce bonhomme, je fondais, je disparaissais, alors qu'il n'était pas en train de m'impressionner par une puissance musculaire. Il m'impressionnait par une prestance. Ah, c'est un rayonnement, c'est quelque chose, ah là. C'est pas possible. Et mon père avait ça, mais moi j'appréciais moins mon père parce que c'était mon père, et puis que je vivais tout le temps avec lui, puis qu'il me menait la vie dure. Tu vois, alors évidemment, tu le vois par un autre bout aussi, ton père. Et c'était un aigle, mon père. Aussi. Oui, comme M. Chuon, c'était un aigle. Tu parles du totem, là. Ouais.
Ouais, c'est un aigle. Ouais. Et l'aigle, faut pas oublier que c'est le roi du ciel. Ah ouais. Et je peux te dire que, oh là là. Et que tu sais, quand t'as un père comme ça, la difficulté, c'est qu'il n'y a rien qui passe. Tu peux rien cacher. Rien. Strictement rien. Tu es dans une disposition d'esprit, tu dis rien à personne, tu fais semblant, tu as toujours la même attitude, etc. Mais lui, il te voit comme si c'est gros comme une montagne. Puis il te regarde, t'as rien fait, t'as rien dit, t'es dans aucune histoire, il te regarde et puis il te dit, t'as pas honte? Oh là 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 là, mais je t'assure que ça fait bizarre, hein. Tu vois? Ouais. Puis évidemment que t'as honte, c'est clair. Tu comprends? C'est clair, bien sûr. Mais où est-ce qu'il l'a vu, l'histoire? Tu vois, sur le moment, puis tu peux essayer de cacher tout ce que tu veux, il n'y a rien à faire. Elle est bonne, celle-là. Ah, mais lui, voyez, c'est un bébé qui était dans le berceau, il savait exactement qui c'était, quelle était sa vocation. Ah oui. Sûrement. Alors donc, je veux dire, quand t'as un père comme ça, faut pas croire que c'est du gâteau sur toute la ligne. Hein. C'est une merveille. Et puis, Attends, là c'est sourd. Je dis, c'est une merveille quand t'as un père comme ça, mais c'est pas du gâteau sur toute la ligne. Ah ben j'imagine, ouais. J'entends dans le vécu, quand t'as 15 ans, 16 ans, puis t'es plein tu vois, tu veux remuer, puis moi j'avais été secoué par certains événements qui m'ont mis dans un état de révolte qui n'était pas révolté contre mes parents, et j'étais dans un état de révolte, et j'ai été dans un état de révolte contre cette société dans des proportions où je peux même pas les exprimer tellement ça a dépassé toutes les bornes, tu vois, et ça m'a créé des problèmes, pas même avec la société, mais avec moi. Oui. Voilà, j'ai perdu beaucoup de temps dans tout ça. Ah ben oui, mais ça voilà. faisait partie aussi de ton destin, et puis... Oui, non, mais ça, je ne cherche pas à regretter, j'ai pas de regret. S'il faut y repasser, on y repasse, c'est pas un problème. Et je veux dire, voilà, disons, dans l'écoulement des choses, ça fait partie d'une époque comme la nôtre aussi de devoir perdre un temps gigantesque dans des futilités, des crétineries. C'est par ce bout-là qu'il faut passer. Et puis, c'est vraiment un signe particulier d'une époque comme la nôtre. Et puis, pour en venir à mon père, ben lui, il a aussi dû donc se battre avec les mêmes genres de phénomènes à un moment donné, par la force des choses, hein. Il fait partie aussi de cette même époque, tu vois. Enfin bref, c'était un personnage extraordinaire. Ah ben oui. Ouais. Et puis il ne devait pas vivre normalement. Les médecins, il avait dit à ses parents, il devait mourir à l'âge de 5 ans parce que ça n'allait pas. Il était un peu crevauchu à quelque part. Après, bon, ça a passé le cap. Alors après, c'était à l'âge de 15 ans. Après, c'était ci, après, c'était là. Il était en sursis, quoi. Et il était en sursis, puis finalement, il est mort à 80 ans, puis voilà. Ouais. C'était, comment on dit, du chien dent. Il y a la force vitale. Oui, c'est là où les choses se jouent. Et la force vitale, c'est vraiment un truc incroyable, quoi. Je ressors toujours cette histoire, mais je la trouve tellement impressionnante. La force vitale d'un champignon peut soulever une plaque de béton. Oui, mais bien sûr. Alors, le chi, quoi, ce qu'on appelle le chi. Oui, mais c'est ça. Un truc de fou, quoi. Ah, ouais, c'est ça. Et mon père, d'ailleurs, moi, j'y m'est arrivé aussi, après, par la suite, pas mal de cas comme ça. Tu sais, quand on dit que le phénix renaît de ses cendres, ben, j'ai vu ça et j'ai même vécu ça moi-même. Parce que j'ai été à la mort à plusieurs reprises. Et d'un coup, tu renais de tes propres cendres. Ouais, bah oui, bah je connais ça parce qu'il n'y a pas si longtemps, je suis passée par là. Oui. J'ai vu la porte, mais je ne l'ai pas franchie.
Ah ben écoute, il fallait avoir la clé. Hein. Ben non, mais je... Pas qu'on rentre comme ça, toi. On voulait pas de moi encore. Bon, ben, Ah ben, on rentre pas comme ça et on ne sort pas comme ça. C'est tout un protocole. oui, je te remercie. À bientôt. À bien.